On peut y aller, Gérard? C'est bon? Oui, absolument. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Oui, oui, bien sûr. Oui, écoutez, mesdames, messieurs, donc, monsieur, mesdames, donc, Erev Tov, bonsoir. On est dans les minutes de passage du mois de Adar Sheni au mois de Nissan. Donc, la Géoula de Purim suivie de la Géoula de Pessah, Nissan, Nissé, Nissim. Donc, on va rentrer maintenant dans un niveau de l'Emara Minateva, au-dessus de la nature. Et pour ça, comme d'habitude, donc quelques minutes un petit Oui, je pense que ça a été coupé. Vous m'entendez, Rav? Ah, voilà, ça a coupé. Gérard, vous êtes là? C'est bon, on vous entend là, on vous entend. Oui, ça a coupé un moment. Pas grave, reprenez, continuez, pas de problème. Je continue. Alors, je disais donc, on a passé donc là, on est dans les parachutes spéciales entre Purim et Pessah. Donc, la semaine dernière, c'est Parashat HaChodesh. Rachid nous explique que Parashat HaChodesh, on l'appelle Parashat HaChodesh parce que c'est le Chodesh de Pessah. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Parashat HaChodesh et pas Parashat HaPessah? Qu'est-ce qu'il y a de Chodesh de particulier? Pour ça, j'ai l'habitude donc de rappeler qu'il y a une très très grande discussion dans les Tanaïm, déjà au niveau des Tanaïm, plus de 2000 ans, sur d'un côté la date de la création du monde, de l'autre côté la date de la délivrance définitive. On a la Shita de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé en Tishrei. On fait Rosh Hashanah, on fait Tishrei. Et aussi, il pense que eh bien, la délivrance va se passer de manière, on va dire, naturelle. Ça veut dire que si le clan Israël fait tchouva, eh bien, on aura le mérite de voir le développement messianique. Et sinon, ben non, il faut que ça se passe de manière naturelle, donc tout le monde fait tchouva, etc. Et d'un autre côté, on a Rabbi Yoshua, qui a donc deux discussions, enfin deux points de divergence. Il dit que le monde a été créé au mois de Nissan, et d'un autre côté, au-delà du fait que c'est écrit au mois de Nissan, eh bien, quoi qu'il arrive, que l'on se comporte bien ou pas bien, Mashiach va se dévoiler au mois de Nissan. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, si on fait tchouva, eh bien, tant mieux. Akash Baruch Hu fera en sorte que, eh bien, on sorte en Nissan de la galoute. Et sinon, il va être Mahamid sur nous, il va mettre sur nous un roi très, très, très dur qui va nous obliger à faire tchouva. Bon, chacun regardera dans les événements autour de nous quel est le scénario qui va être le bon. Et il y a un Tzemar Tzedek qui dit que les deux discussions dont je viens de parler, elles sont ce qu'on appelle Habahat Aliyah, elles dépendent l'une de l'autre. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé au mois de Tishrei. Ça veut dire que la nature, moi, sa nature, ça veut dire toutes les lois physiques, astronomiques, ont été créées de manière naturelle, où Dieu se cache à l'intérieur de la nature. Il se cache, on ne voit pas, ben, on voit une répétition journalière de tous les phénomènes
la lune autour du soleil, etc., tous les phénomènes que l'on connaît. Et donc, puisque le monde a été créé au mois de Tishré, eh bien, la délivrance va être aussi de se faire de manière naturelle. Donc, si on fait tchouva, ben, tant mieux, on sera délivré, sinon, non. Ça, c'est le stade de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, hein, comme son nom l'indique, Rabbi Yoshua, il dit non, le monde a été créé au mois de Nissan. Et la délivrance sera au mois de Nissan. Et la délivrance va se passer de manière surnaturelle. De la même manière que les miracles d'Égypte se sont passés de manière surnaturelle, de même, eh bien, la Yeshua va se passer au mois de Nissan de manière surnaturelle. Et pour cela, la lacha, c'est comme Rabbi Yoshua. Ça veut dire que la délivrance va se passer de manière qui est au-delà du naturel. Ça veut dire qu'Akshbourou va faire en sorte que, tous les Juifs vont, bon gré mal gré, je vais dire, vont se faire. Le rabbi, dans une sikha, dans un Mamarim aussi, il dit que Bezat Hashem, tout le travail que nous faisons maintenant fera en sorte qu'il n'y aura pas besoin qu'un Meler Racha vienne sur nous pour nous obliger, que le travail que l'on fait de manière naturelle, mais au-delà de nos forces, de ramener tous les Juifs à la Tchouva, va faire que la délivrance sera de manière surnaturelle et au mois de Nissan Bezat Hashem. Voilà donc le point. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle Parashat HaChodesh, la Parashat du Chodesh de la délivrance. C'est ça le chat. Chodesh de la délivrance de Mashiach. De la même manière que la mer s'est ouverte, on est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte. Tous ces pèlerins vont tous ces jours-là vont se refaire, vont se créer. Et bien, Hachem, on va être zoré de la Yeshua définitive ce mois de Nissan. Dans ces minutes que l'on vit maintenant, ça veut dire qu'on est en train de rentrer donc dans Nissan. On a fait Mincha sans faire le Tachanoun. On est déjà en mode Simcha, en mode Yom Tov. Et donc, on va vivre tout ce mois de Nissan, dans ce mode-là précisément. Et cela va faire partie donc des halachot dont on va parler du mois de Nissan. Mais avant, donc, je vais garder donc le minag de passer 5 minutes à répéter donc le shiur de la semaine dernière. Ceux qui l'ont entendu, ben, c'est une manière de faire Chazara, Chazorba, Chazorba. Ceux qui l'ont entendu, c'est l'occasion d'entendre une fois c'est halachot. Nous avons parlé donc la semaine dernière, essentiellement, on a dit beaucoup de choses, mais essentiellement du din de Cholé. De ce qu'on appelle un Cholé chez En Bo Sakana, un malade qui n'est pas en danger. Mais comment cela se définit, un malade qui n'est pas en danger? C'est une personne qui, en général, il a une qualité, il a une grippe, il est indisposé, il est obligé de s'aliter. Nous considérons qu'un enfant qui est indisposé, qui ne se sent pas bien, il a cet agdara-là, il a ce statut-là de Role Shenbo Sakana. Vous allez voir qu'on a un certain nombre de permissions qu'il faut bien connaître le Shabbat. Donc, une deuxième définition de ce relais chez El Sakana, c'est une personne qui, sans forcément s'oblige à se mettre au lit, mais qui a ce qu'on appelle un tsar gadol, une douleur très forte, et cette douleur très forte, comme une grosse migraine, je ne parle pas le petit mal de tête que l'on connaît, mais il a vraiment la grosse migraine, eh bien cette grosse migraine l'indispose, et donc il a les permissions suivantes. Alors, je vous fais la liste donc des permissions. Encore une fois, donc, titre de ce que je suis en train de vous dire maintenant, un cholé chez En Bo Sakana, un malade alité, ou bien qui a une très grosse douleur, une rage de dents, quelque chose de douloureux, eh bien, il a les permissions suivantes. Premièrement, il a le droit de prendre tous les médicaments dont il a besoin. Alors que vous savez très bien que si on est en bonne santé, on a juste un tout petit mal de tête, un petit bobo, il est interdit de prendre un Doliprane ou un quelconque médicament. Par contre, ce relais dont on parle maintenant, oui, on a le droit, donc puisqu'il est alité, on a le droit donc de prendre un médicament. Deuxième permission que l'on a le droit aussi de faire, eh bien, on a le droit de demander à un non-juif, on peut demander à un non-juif de faire même une mélacha pour nous guérir. Ça veut dire, très simple, on a besoin d'un non-juif que l'on peut envoyer à la pharmacie pour faire les achats qu'il faut amener des antibiotiques, etc. On peut tout demander à un non-juif
même que le non-juif fait quelque chose qui est pour nous un Issour Torah, une interdiction de la Torah. On peut. Donc, si vous avez une femme de ménage, vous pouvez dire va à la pharmacie, prends les clés de la voiture, va acheter ce qu'il faut pour l'enfant malade ou même pour un adulte alité ou qui a une très grosse douleur. Donc, encore une fois, donc, on prend tous les médicaments pour ce malade-là en question, malade sérieux, bien sûr. Deuxième éther, deuxième permission, c'est qu'on peut demander tout à un goy, Amira Legoy Moutard. Une troisième permission que l'on a, c'est, alors écoutez bien, de faire un Issour des Rabanan Béchinouille. Un Issour des Rabanan avec un chinouille. Je vais vous donner, la semaine dernière, je vous donne un exemple pour concrétiser ce que je vous dis, que ça ne reste pas de la théorie. Comment est-ce qu'on concrétise la chose? Eh bien, tout simplement, voilà, vous habitez dans une banlieue, j'habite hier, on qui habite Brunois à côté, Bonneuil, d'une petite banlieue. Nous considérons, Admorazaken considère que, de manière générale, ces banlieues ont une agdara de ce qu'on appelle carmélite. L'interdiction de porter dans la rue, dans ces endroits-là, eh bien, c'est une interdiction qui est seulement midera banane, contrairement à des endroits très, très fréquentés comme les Champs-Élysées ou Manhattan, etc. Dans endroits où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est ce qu'on appelle Reshut Arabim, un domaine public. Mais dans la majorité de toutes les banlieues, les petites villes, nous considérons qu'il n'y a interdiction de porter ou de sortir de la maison un objet ou de porter dans la rue que midera banane. C'est assourd, attention, quand je vous dis midera banane, ça ne veut pas dire que c'est pas interdit, c'est pas interdit. On ne sort pas hier à Brunois, à Bonneuil ou je ne sais où. En Eretz Israël, en général, à des Hérouvines, mais en France, c'était rarement des Hérouvines. On fait un issour des Rabanan. Eh bien, sachez que pour les besoins d'un malade, si je dois aller chercher chez un voisin ou à la pharmacie un médicament, j'ai le droit d'aller à la pharmacie, de prendre le médicament à la pharmacie. On verra avec le pharmacien comment payer après Shabbat. Et puis, ce médicament, on le ramène à la maison avec un chinouille. Qu'est-ce que ça veut dire un chinouille? Par exemple, pour un homme, être sous le chapeau, sous les aisselles, dans la chaussette. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant de savoir qu'il arrive, combien de fois ça arrive, que les enfants ont besoin d'un calmant, de quelque chose et tout, et puis manquent de médicaments, ou bien un malade, il faut absolument ces médicaments. Eh bien, il est possible d'aller les lui chercher à la pharmacie, dans un carmélite, hein, dans la majorité des banlieues, par exemple, et le ramener avec un chilou, donc dans le chapeau. C'est comme très utile. Et je vais ajouter un peu plus, c'est un Chaye Adam, et de très nombreux poskim s'appuient dessus, qui dit que s'il n'y a aucune possibilité de ramener ce médicament ou de faire cette interdiction-là avec un chinouille, hein, eh bien, on peut même le faire sans chinouille. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire, imaginons qu'il faut ramener des bandages, et le bandage, c'est un gros paquet comme ça, on ne voit pas trop comment ramener ce bandage, ce paquet de bandages à la maison avec un chinouille. Il faut l'attraper correctement dans les mains, ce n'est pas quelque chose que je peux mettre sous mon chapeau, dans ma chaussette. Eh bien, s'il n'y a pas de solution, je peux faire un issour des rabananes. Je peux vous faire une liste de choses des rabananes, déplacer du mouktsé, c'est des rabananes, porter dans Carmélite, comme je viens de vous dire. Il y a de nombreux. C'est une étude particulière à faire pour définir ce que l'on appelle un issour des rabananes. Mais en tout cas, sachez qu'un issour des rabananes avec un chinouille, on a le droit de le faire. Et s'il n'y a pas moyen de le faire avec un chinouille, eh bien, on peut le faire sans chinouille. Voilà donc un résumé succinct de ce que l'on a vu la semaine dernière. C'est très bon de savoir que le cas échéant, on a le droit donc de faire un issour des rabananes avec chez nous pour un relais. Voilà, c'est une ligne de relais. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire maintenant, après ce petit rappel donc, du mois de Nissan, et puis un rappel du show de la semaine dernière, on va commencer donc aujourd'hui à. Tout à l'heure, si vous avez des questions pour clarifier ce que je viens de dire, ben vous les posez. Mais je vais commencer une partie de mon exposé sur Pessah. On n'a plus trop de temps, on a ce lundi, et ben Hashem, j'espère, lundi prochain, et puis ça y est, on n'a plus le temps de parler de Pessah. Donc, on va parler donc des halachot de Pessah. Donc, vous savez que on rentre dans Nissan maintenant, il y a un certain nombre de choses à faire en Nissan. Déjà, ce mincha, on n'a pas fait Tachanoun. Pendant tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanoun. C'est un mois des Simcha, de miracle, donc on ne dit pas Tachanoun.
Une autre chose que l'on fait, c'est Birkat Ilanot. Les Khatrila, il faut voir 2 Ilanot en fleurs, des arbres fruitiers bien sûr. Et si vous n'en avez pas, avec un seul, ça suffit. Et donc, c'est une grande mission, il faut le faire rapidement, il ne faut pas attendre la fin de Nissan. Il rapporte que la première fois qu'on voit, il faut faire bracha. Donc, tâchez d'être mishtadel demain, d'aller dans un endroit où vous avez ces 2 arbres fruitiers et vous faites la bracha, très très belle bracha, où on remercie Akash Baruch Hu, un mouvement comme ça de remerciement. Akash Baruch Hu renouvelle la nature, il refait monter la sève dans les arbres, avec tout ce que cela implique, et dans qui Adam et Tzassadé, comme dit la Torah, que l'homme c'est un arbre des champs, et donc la sève aussi elle monte dans nous, dans nos veines à nous, dans nos muscles à nous, dans notre corps, et donc au Hachem, nous renouvellement de la nature, renouvellement des kochot de l'homme, des femmes, et donc profitons de ces moments pour augmenter dans Avodat Hashem. C'est donc ça, c'est symbolisé par Birkat Ha'ilanot. Ensuite, nous avons le minag de lire un texte, vous le trouvez dans le Sidour, sur les Nessim. Chaque Nassi, un texte qui est prévu dans la Torah et qui montre que avant que Moshe Rabbeinu n'érige le Mishkan dans le désert, il y avait une préparation qui se faisait chaque jour. Un Nassi d'une tribu donc faisait des sacrifices. Et donc on lit ces textes-là tous les jours. Très beau texte, on fait à la fin de la tfila, le matin. On lit ensuite un Yehiratzon, très très beau Yehiratzon, que ce soit la volonté d'Hachem, qu'il accepte donc ce sacrifice qu'on apporte pour l'érection du Mishkan. Et vous savez tous et toutes que le Mishkan, c'est ce que l'on construit maintenant, qu'un juif qui pratique les mitzvot, un juif qui s'investit dans Torah et mitzvot, qui s'investit dans l'amour de la Torah, qui s'investit dans l'amour du prochain, bien sûr, et au-dessus de ça, qui s'investit dans l'amour d'Hachem, Avat Hashem, Avat Torah, Avat Beriot, tout ça fait que on est donc dans le faisceau des mitzvot et de la Avodat Hashem, et avec l'aide de Dieu, Avat Hashem. Donc on peut davantage s'attacher et être Davouk Hashem. Donc voilà, c'est tout le programme de Nissan. Et il y a un très grand minag aussi, qui est le minag de Maotritine. Maotritine, je rappelle ce que c'est. Maotritine, de la même manière vous savez qu'à vous savez très bien qu'à Pessah, à Purim, on donne de l'argent pour les pauvres, de l'argent pour les animes, pour l'anime, pour les lionim, de même, on doit s'assurer, et c'est indiqué dans le Shulchan Aruch, ce dont je vous parle, c'est indiqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut prévoir un petit peu d'argent, à part le maaser, à part tous les zakotes que l'on fait, il faut penser donc à mettre un peu d'argent de côté qui soit distribué pour l'achat de matzot, du vin, de la viande, le nécessaire pour que chacun d'entre nous puisse faire un Pessah kasher vesameach. C'est la seule fête sur laquelle on dit kasher et sameach. Kasher parce que c'est pas évident de faire tout comme il faut à Alpidine, et puis qu'on puisse manger les matzot. C'est bon, Hachem, vous savez que les matzot ça coûte cher. Et le rabbi a insisté tellement pour que l'on achète des matzot shmurot, bien surveillées, bien faites à la main, avec tout ce que les idourim nécessaires. Et donc ça coûte cher, c'est normal, ça coûte cher. Et donc il y a maotritin. Tâchez de faire la somme que vous pouvez, la somme que vous voulez, donc donner à des responsables avec lesquels donc, on achète des matzot. Vous savez, dans les Bate Chabad, il y a beaucoup de choses qui sont distribuées. Il y a des paniers pour les gens qui ont besoin de ça. Donc, sachez que ça fait partie donc, des préparations de Pessah. Ça s'appelle Maot Chitin, argent du blé. Voilà donc brièvement donc brosser les inanimes du mois de Nissan. Donc, pas de Tachanoun encore une fois, Maot Chitin, et le texte des Nessim que j'ai évoqué, et puis le Berkat Ha'ilanot. Donc, rappelez-vous donc ces choses à partir donc de ce soir et de demain en particulier.
Maintenant, on passe à un deuxième volet. Je vais tâcher de résumer parce que ce sont des halakhot. Je n'ai pas le moindre doute que l'immense majorité d'entre vous connaissent les halakhot de Pessah, mais on va mettre l'accent sur quelques points que l'on peut oublier, qu'il faut donc réactiver. Vous savez que le Erev Pessah, la nuit du 14 Nisan, Or l'Herba Assar, cette année c'est dimanche soir, on Bodkim et Chametz et Oraner, on prend une bougie, on fait la bdika. Donc, je vais vous donner quelques conseils que je dispense chaque année, qui peut bien aider. L'abdika ne consiste pas seulement à chercher les 10 morceaux qui sont cachés, c'est un grand ignan, la pierre c'est doute, après la rizal, mettre 10 morceaux, mais au-delà de ça, il faut aller dans tous les endroits où il y a dans l'année du Hametz et vérifier qu'il n'y en a pas. Même qu'on a fait le ménage, même qu'on a bien tout nettoyé, il faut aller dans tous les endroits. Donc, théoriquement, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut avec la bougie aller partout. Euh, si vous savez que vous allez dans la chambre des enfants, il y a des tiroirs dans lesquels il y a eu des biscuits, des gâteaux, du Hametz dans l'année, il faut aller vérifier. Malgré le fait qu'on a fait le ménage, il faut vérifier. Maintenant, il y a une possibilité. Là, je vous donne une chose que je pratique, je ne vous cache pas moi-même. Il est très difficile de faire une dika convenable le soir, bien qu'on raconte que la Mourazaken qui vivait dans une maison avec une pièce, passait toute la nuit à faire la dika tramès. Bon, mais de atteindre des grands olamot et ionim, des grands mondes spirituels. Ce qui est conseillé, si vous avez une grande maison avec plusieurs pièces, c'est vous avez le droit de faire la dika, les oranaires, d'autres nuits avant la nuit du 14 Nissan. Si bien sûr vous êtes capable de, si je veux dire, de sacrifier entre guillemets ces pièces, une fois que l'abdiqué est faite, vous fermez la porte, ça y est, elle est abdiquée. Bon, il y a certaines pièces, des placards, pièces, etc. à la maison. Une fois qu'on a fini le ménage, il est bon de passer le soir, la bougie, hop, et puis c'est fini, c'est caché avec ça. C'est une pratique que j'opère depuis nombreuses années, c'est extrêmement pratique, ce qui fait qu'il me reste moins d'endroits sur lesquels il faut faire l'abdicat le soir, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est une mitzvah pas facile, hein, qu'on fait begoufo, elle n'est pas facile. C'est un conseil que je donne aussi lorsqu'on déplace les meubles, parfois derrière les armoires, derrière les frigos, etc. On trouve du hametz, on nettoie. Mais dans la mesure où de toute l'année derrière le frigo, eh bien, il y a toujours des restants de hametz qu'on a enlevés lors du ménage. Théoriquement, il faudrait le soir de la bdikat hametz aller vérifier qu'il n'y en a pas. Donc, si vous ne voulez pas redéplacer, très compliqué de déplacer tous les meubles le soir de Pessah, ce que vous pouvez faire, c'est avant de remettre le meuble en place, ou le frigo en place, la machine à laver en place, eh bien, vous pouvez bdiquer ou bien avec une lampe, ou bien avec une bougie, ou bien si vous êtes dans un endroit extrêmement éclairé, il y a un din comme ça dans le Shulchan Aruch, qui s'appelle Arsadra, quand c'est très bien éclairé, vous passez un coup d'œil, vous dites, ça y est, c'est bdiqué. Ce n'est pas seulement un ménage qui a été fait, c'est une bdika halachique. Vous mettez les choses en place, bien sûr, ensuite vous assurez qu'il n'y a rien qui va tomber là-bas. Il ne faut pas que ce soit des endroits, et si vous mettez du hametz par-dessus, on n'a rien gagné. Donc on parle des endroits qu'on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de hametz après. Voilà, ce sont des petits conseils. Et j'ai même lu que c'était un Tamina qui était dans la maison du Rabbi Rachab, que quand il remettait les objets qui avaient été déplacés lors du ménage, il faisait l'abdika de telle sorte qu'il n'y avait pas besoin de refaire l'abdika, les hors aner, le soir, hors les Arba Assar, le soir du 14 Nissan. Voilà, c'est un conseil que je donne souvent et qui est très utile. Maintenant, une deuxième halakha, avant de passer à vos questions, une deuxième halakha que je voulais dire et qui est très fréquente de nos jours, j'allais dire malheureusement, je ne le dis pas, mais j'en pense pas moins, que beaucoup de gens vont dans les hôtels à Pessah. Bon, alors quand on va dans un hôtel à Pessah, ou bien, on n'est pas chez soi, on va dans la famille, en Eretz Israël ou ailleurs, bon, on va dans la famille. Donc, on aurait tendance à dire, bon, ben, j'ai pas besoin de faire le ménage, je fais un ménage rapide, une femme de ménage, j'enlève le ramez apparent, et puis tout le reste, je mets à la vente. Voilà, ouf, ça me fait le ménage qui est vraiment
qui fait partie des institutions dans les maisons juives, hein, toutes les mamans, toutes les grand-mères, toutes les arrière-grand-mères, voilà, oh, le ménage de Pessah. Effectivement, c'est un moyen pratique. Mais on risque de perdre quelque chose. Qu'est-ce que l'on perd? On perd que si on va dans un hôtel ou on va dans la famille, là-bas, c'est pas notre Hametz qui est là-bas. Donc, on n'a pas d'obligation de bdika. Donc, on s'exempte d'une mitzvah. Et nous, on ne veut pas s'exempter d'une mitzvah. On voudrait faire la mitzvah. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a une possibilité de faire l'abdika chez soi le dernier soir que vous passez chez vous. Par exemple, cette année, c'est dimanche soir. Imaginons une personne qui quitte sa maison le mercredi ou le jeudi. S'il quitte la maison le mercredi, eh ben, le mardi soir, il peut faire un bdika chez lui. Alors, comment il va faire? Il voudrait éviter la grosse bdika. Donc, il pourra mettre sur son acte de vente, il va préciser tout le hametz qui est dans ma maison est vendu, sauf celui de la cuisine, par exemple, ou sauf celui de la salle à manger. Et donc, le hametz qui est dans la salle à manger, par exemple, eh bien, il ne sera pas vendu. Donc, il y a une obligation de faire l'abdika dans la salle à manger. Vous mettrez les 10 morceaux dans la salle à manger et vous faites le même procédé que l'on fait chaque année, à savoir avec l'abdika, vous faites le raner. La seule différence qu'il y a entre ce procédé et le classique où on ferait l'abdika le dimanche soir, la seule différence, c'est qu'on ne fait pas la bracha, al biur chametz. On ne fait pas la bracha. On dit la formule après, kal ramirad et kaberchouti, tout le chametz qui est dans mon réchout, qui soit efker, qui a fradé hara, comme la poussière de la tête, etc. C'est toute la procédure normale, mais on ne fait pas la bracha au début. Ensuite, on me demande souvent, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 morceaux? Vous les mettez dans un sac, on en bien attention, vous les mettez dans votre valise, et là où vous passerez Pessah, certainement il y aura un feu qui sera fait le lundi matin. Dans tous les endroits où vous êtes en famille, ils vont faire un feu. Ou vous êtes dans un hôtel, on fait un feu le lundi matin. Et bien vous brûlerez vos 10 morceaux à ce moment-là en disant la formule. Donc, en 2 mots, je résume ce que je viens de dire pour ne pas se priver de la mitzvah. Et je dis se priver parce que si vous vendez tout, c'est comme si vous n'avez plus aucun hamet et non, il n'y a pas la mitzvah de bio-hamet. C'est un petit peu quelque part comme si une personne n'a pas de vêtements carrés. Donc, si je n'ai pas un vêtement carré, j'ai que des vêtements où les coins sont arrondis, je n'ai pas l'obligation de mettre des titites. Mais vous savez tous que dans le milieu, on s'oblige à acheter un vêtement carré pour s'obliger à faire la mitzvah. Même qu'on peut être quitte de la mitzvah, ça veut dire ne pas avoir l'obligation. Si je n'ai que des vêtements arrondis, je n'ai pas d'obligation. Mais je m'arrange toujours pour avoir au moins un vêtement arrondi afin de faire la mitzvah de titit. C'est pareil aussi. Je vais m'arranger pour garder une partie de ma maison dans laquelle qui ne sera pas vendue, dont le Mohamed ne sera pas vendu, je mets mes 10 morceaux, je cherche. Maintenant, juste avant de passer à vos questions, je prévois les questions que vous allez me demander, parce que ce sont des questions classiques. On me demande est-ce que je ne pourrais pas faire la dika à l'endroit où je vais passer mes vacances? Alors je dis ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes dans un endroit où vous avez eu le temps, l'occasion de faire entrer du Hametz à vous, personnel, oui, vous avez l'obligation. Vous pouvez le faire. Mais si vous avez en général dans la maison de la famille, en Eretz Israël, c'est leur Hametz. C'est la famille qui a l'obligation de faire la. Et pas vous. Donc théoriquement, vous n'avez pas l'obligation. À l'hôtel, c'est pareil. En général, c'est le maître d'hôtel, celui qui fait l'hôtel, qui est censé vérifier que dans toutes les pièces, il n'y a pas de Hametz. Bon, maintenant, on peut trouver un système, par exemple, si vous arrivez 2, 3 jours avant, de dire je vais manger du Hametz dans ma chambre, dans la chambre à coucher même, euh, la chambre familiale, on mange du Hametz. Donc ça va devenir un makom chez Marnissim Hametz, un endroit où on fait rentrer du Hametz. Et dans la mesure où c'est un endroit où on fait rentrer du Hametz, donc, et qui est à vous, vous est loué pendant 8 jours, donc vous avez l'obligation. Et là, le soir du 14 Hametz, c'est-à-dire dimanche soir, le 14 Nissan, vous mettrez vos 10 morceaux et vous ferez la recherche avec Bracha. C'est aussi une solution. Voilà. Je vous ai donné donc un éventail de toutes les solutions pour éviter de ne pas se rendre, pas s'exempter d'une immense mitzvah qui est la recherche du Hametz. Et vous savez que au niveau spirituel, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça représente donc la recherche de nos midotes négatives. Et donc, c'est bien de la faire. Et juste pour vous rappeler, bon, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les pilpoulim que j'ai pu vous faire les semaines passées. Le ménage de Pessar, donc l'abdika léoraner,
c'est pour deux raisons essentielles, ramenées par les Rishonim, par Rashi, par Tosfot. Une des raisons, c'est pour ne pas transgresser l'interdiction de possession du Hametz, qui s'appelle Bal Yiraeh, Bal Yimatzeh. On ne verra pas et on ne trouvera pas du Hametz chez toi. Ça veut dire on ne possédera pas du Hametz. Et on ne peut pas être sûr de ne pas en posséder. Ben, il faut tout nettoyer et vérifier qu'il n'en reste pas. Et d'après Tosfot et d'autres Rishonim, la raison de l'abdicat Hametz, c'est Shema Yabo Leochlo, de peur que si on en garde à la maison et qu'on en trouve, on risque d'oublier, de manger, etc. Donc il y a des raisons très techniques, très simples, pourquoi il faut débarrasser toute sa maison du Hametz. Et au-delà de ça, enlever le Hametz, c'est enlever tout ce qui est négatif en nous pour ensuite faire un seder comme il faut, manger de la matzah et s'attacher à Hachem. Voilà, je reprends mon souffle et j'écoute vos questions. Allez-y. Allô? Pas de questions? On n'entend rien. Allô Gérard? Il y a du monde? Pas de réaction? Vous entendez ce que je dis au moins? Oui, oui, on vous entend bien, hein. Ah, alors il n'y a pas de questions? Non, c'est possible. Dites-moi Gérard, comment se fait-il que sur mon écran, je n'ai pas la grande image comme d'habitude, vous savez? Non, je suis pas devant votre écran pour savoir. Et que je suis censé faire une manipulation? Non, mais là, Vous l'avez, je crois, mais moi je l'ai en médaillon seulement. Je n'ai pas la grande image oui, comme ben, d'habitude. vous êtes sur l'ordinateur? Non, je suis sur la tablette. Cliquez sur l'image. Faites Alors, sur un tapez médaillon, tapez 2 fois sur l'image. alors, en médaillon, en haut à droite, Oui, il y a tapez moi-même. deux Et fois. au milieu, il y a une photo du rabbi où c'est marqué Bati Legani. Voilà, Ouais. petite photo. Tapez 2 fois sur l'image. Alors attendez. Et maintenant, c'est bon maintenant? On vous entend plus là. Voilà. Ah, voilà, Chazak. Ben voilà, bravo. Merci. Donc, il fallait appuyer deux fois sur le médaillon au milieu, c'est ça? Eh ben voilà, je Bravo. sais maintenant. Eh ben, je sais maintenant, je ne savais pas. Voilà, allez, j'attends vos questions. J'ai dit beaucoup de choses ce soir. Je vais parler donc déjà du relais. Est-ce qu'il y a des questions sur le relais? Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation de Pessa? Aucune question? Tout le monde est au courant de tout? Non, mais pour le début de Pessard, moi, ça me convient. Non? Allez, mesdames, messieurs, allez-y, j'attends vos questions. Je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas de questions. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va Il va y en avoir après là. après. OK. Bon, alors maintenant, on va passer donc à la deuxième étape. Donc, on a parlé essentiellement maintenant de l'abdicat Hametz. Bon, une fois que l'abdicat est faite, bon, le lendemain, on brûle le Hametz. Et puis le soir, donc lundi soir, c'est le Seder. Je vais vous faire une chazara, donc une révision de ce que l'on doit manger pendant le Seder. Ce qu'on va manger pendant le Seder. Et qu'est-ce qui est Minatora, qu'est-ce qui est des Rabbanan. Beaucoup, beaucoup de détails qu'il faut connaître. Alors, la première chose qu'il faut savoir lors du Seder, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a deux mitzvot qui sont de nos jours Minatora. Tout le reste, c'est Midei Rabbanan. Quels sont les mitzvot qui sont Minatora? Je rappelle une petite parenthèse que je répète souvent. Si je précise, c'est Minatora, Midei Rabbanan, parce que les mitzvot qui sont Minatora, on a un principe qui veut que mitzvot tzrichot kavana. Il faut avoir la kavana de s'acquitter. Je ne parle pas encore une fois des kavanot, des lionot, sentir la présence divine. Je parle des choses très simples. Au moment où je fais la mitzvah de tchilin le matin, je
dois penser pendant une fraction de seconde, je fais un commandement divin, c'est tout. Sachez que vous m'avez demandé, ce n'est pas les chachamim. Ça s'appelle mitzvot, chirot kavana. Les mitzvot, bientôt, il faut la kavana de s'acquitter de cette obligation. Donc, manger un kazaït, un seul macaron, on va voir ce que c'est un kazaït après. Le fait de manger un kazaït de matzah, c'est une mitzvah minatora. Donc, le premier c'est-à-dire, quand vous avez commencé, après avoir raconté toute la sortie d'Égypte et toute la Gada, on arrive à un moment, on mange un kazaït de matzah. Ce kazaït de matzah, le premier que vous mangez, c'est une obligation de la Torah. Donc, on pense, je fais une mitzvah commandée par Hachem. Mais avant cette mitzvah, il y en a une deuxième qui est minatora. C'est quoi? Eh bien, c'est la mitzvah de Magid. Raconter tout ce qu'on raconte dans la Haggadah, c'est une mitzvah minatora. Et ça, il faut le savoir. Et on tient que les femmes aussi sont obligées d'écouter bien que c'est une mitzvah tassécha Grama, pour diverses raisons, bien que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, comme Talit et Tfilin, et que les femmes, normalement, elles sont exemptées, mais non, elles doivent écouter la Haggadah. Et j'insiste là-dessus parce que très bien, il arrive parfois que la maman s'absente quelques minutes pour amener quelque chose de la cuisine à table, s'occuper d'un bébé, etc., etc. Donc, il faut que les femmes et les jeunes filles, lorsqu'elles réintègrent le Seder à table, qu'elles tâchent de rattraper les parties qu'elles n'ont pas entendues du Messader, du papa. Bon, dans beaucoup de familles, bon, les filles ont appris à mettre le cas tout, donc elles lisent facilement. Mais celles qui ne le lisent pas facilement, elles peuvent lire parfaitement dans une langue connue. Maintenant, on achète toujours des agadotes en traduction. Donc, si la maman s'est absentée quelques minutes, quand elle réintègre la table, eh ben, elle tâche de rattraper toutes les parties qu'elle n'a pas écoutées. Sinon, elle les quitte par le fait que Shomé Akaone, quand elle entend du papa, elle les quitte. Bon, il y a certaines parties qui ne sont pas indispensables, mais il y en a qui sont, que oui, ils sont indispensables. Donc, tâchez de faire en sorte que tout le monde lit toute la Gada, même rapidement, même en français, mais tout le monde lit toute la Gada. On a raté une partie, bon, on rattrape, c'est tout, on lit rapidement. Voilà, parce que en pensant qu'on fait une mitzvah minatora. Maintenant, j'ai l'habitude d'ajouter, ça vraiment, j'interpelle tout le monde, c'est une très bonne chose de trouver quelques minutes pour regarder. Bon, Hachem, il y a beaucoup de livres. Le Me'am Loez, il existe en français aussi, et d'autres aussi, où on vous raconte des midrashim. Par exemple, que quand il y a eu la de tuer tous les enfants mâles, eh bien, certaines ont laissé dans les rochers les bébés, plutôt que laisser tuer par les Égyptiens. Eh bien, il y avait des miracles. Les rochers s'ouvraient, donnaient du lait, donnaient du miel. Ouais, ce sont des petites choses, mais c'est bien que les enfants, ils entendent ça, qu'ils vivent dans le miracle. Nous, il nous faut beaucoup de travail pour intégrer ces concepts, mais les petits sont tendres, ils sont rares. Quand ils entendent ça, ils s'habituent au miracle. Ils savent ce que c'est que les tzadikim. Hein, c'est que je vous retrouve. Il a créé le monde dans un premier temps, Midat ad-Din, ça veut dire où tout est caché. Et ensuite, il a été Shitef, Midat Rachamim, et le Midrash dit c'est les Nissim des tzadikim. Il n'y a pas que la Midat ad-Din, il n'y a pas que caché. On a besoin de dévoiler. Le rabbi a beaucoup insisté. La chita du rabbi, c'est de dévoiler les miracles. Dire un miracle arrive, il faut le raconter, il faut le publier, il faut l'imprimer. On a besoin. On est dans une génération, on a besoin, bien que les Gdol Chassidim disaient que derrière, on n'a pas besoin de miracles pour avoir un mouna. Dans notre génération, on a besoin de miracles. En tout cas, c'était la chita du rabbi, il y a un tas d'histoires comme ça, que le rabbi est intervenu auprès du Rayas pour lui dire que dans notre génération, il fallait raconter beaucoup de miracles. Donc, imprégner nos enfants de cela. Donc, deux mitzvot, minatora, le kazaï de matzah et le magid. Tout le reste, les 4 verres de vin, le korer, les sandwichs avec le matzah et la salade, toutes les autres choses, le charoset, tout ça, c'est midrabanan. Bezat Hashem, Machar va revenir, on va reconstruire le temple, alors le maror va redevenir minatora, mais pour l'instant, comme on n'a pas le korban Pessah, on ne peut plus apporter korban Pessah, donc le korban Pessah est lié à al masot umorim yuchlu, comme ça,
le Korban Pessah devait se manger avec des matzot et avec du maror. Puisque maintenant, il n'y a plus le Korban Pessah, donc il n'y a plus le maror. Minatorah, encore une fois. Les Rachamim ont dit, pour pas qu'on oublie, donc ils ont imposé qu'on mange du maror. Mais ce n'est pas la Torah. Voilà. Alors vous vous demandez si c'est comme ça, pourquoi on mange la matzah et on dit que c'est de la Torah? Parce qu'il y a un autre passouk qui dit Erev Torah Matzot. Il y a un autre passouk indépendant du Korban Pessah qui dit qu'on va manger la matzah. Donc ce passouk-là, il se rajoute pour dire que même en l'absence du Korban Pessah, même en l'absence du maror, quand même on a l'obligation de manger cette matzah. Et cette matzah, et le Magui dont j'ai parlé, c'est un passouk de la Torah, Veigata de Vidra, tu raconteras à tes enfants, et quand il n'y a pas d'enfants, ben, on raconte à ses amis, à sa famille, ou à soi-même, et c'est tout. On se raconte à soi-même. Et donc, il y a une obligation de sortir avec la bouche tous les miracles que je vous a opérés lors de la sortie d'Égypte. Maintenant, je vais juste finir avec les quantités, combien ça représente. Je pense que j'ai enseigné ça les années passées, mais bon, il faut répéter. Vous savez que le kazaït matzah, on tient comme la chère de Raphaël Naé, que c'est un cube de 3 cm de côté. 3 cm multiplié par 3 cm multiplié par 3 cm, le volume, 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 26 cm3 de matzah. Combien? Souvent, vous verrez dans les livres, c'est 27 grammes. Ben non, ce n'est pas 27 grammes. Comment est-ce qu'on fait le compte? Il faut peser les matzot, pas complètement en farine, mais pas en gros morceaux non plus, de manière intermédiaire. On pèse les matzot, on met donc cette farine de matzah dans un cube de 3 cm de côté, et puis on pèse. Et on voit que la farine de matzah, elle est beaucoup plus légère que l'eau. Dans un petit cube comme ça de 3 sur 3 sur 3, si vous mettez de l'eau, ça fait 27 grammes. Parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1. C'est précisément l'étalon mondial que les nations ont fait. Mais on a mesuré, et les poskim arrivent à la conclusion que la masse volumique, ça veut dire le poids de la farine de matzah, de la matzah pilée, par rapport au poids de l'eau, c'est 0,55, un peu plus que la moitié. 0,55. Eh bien, allez à votre calculette, faites la multiplication, 27 cm3 multiplié par 0,55, et vous arrivez à 14,9, on va dire 15. On peut ajouter 1 gramme, 2 grammes, qui reste entre les deux, etc. Donc, de manière générale, retenez que le kazaï de matzah, on a beaucoup à manger. Hein. Si on mange tout comme il faut, il y en a 5 à manger. Au début, il y a moti matzah, puis il y a korer, et puis la ficomane, il faudra en manger 2. Donc, bon, certains calent, mangent un peu moins, mais en tout cas, au début, il faut bien manger. Et en général, selon les années, selon la grandeur de la matzah, en général, ces 15 grammes en question correspondent à un quart de matzah. Mais je ne peux pas m'engager parce que ça varie selon les années, selon l'épaisseur des matzot, selon la grandeur des matzot. Mais donc, il faut peser, il faut acheter un pèse-let. Un pèse-let, vous pesez avant Pessah. Et si vous voulez peser pendant Pessah, c'est permis, mais il faut un pèse-let mécanique. Mécanique, vous pesez, on a le droit. Ça s'appelle Medida Shel Mitzvah. Ça s'appelle une mesure pour la mitzvah de connaître mon kazaït, c'est permis. Donc, ça vous fait 15 grammes. Et j'insiste là-dessus, parce que je connais beaucoup de gens qui, des fois, on a des invités à la maison, il ne peut pas manger des grosses quantités. Donc, il faut, pour ces gens, il faut préparer donc, ces 15 grammes et insister, hein, quand vous avez des invités, des personnes et tout, ça m'est arrivé chez moi, certaines personnes, j'ai insisté, j'ai attendu qu'elles aient fini leur kazaït. Et je leur ai même proposé de le piler éventuellement. On a le droit de piler. Si vous vous rappelez, on a fait la mlacha de Tochen il y a assez longtemps, et on a un principe en tochera achar tochen. Il n'y a pas interdiction de piler quelque chose qui a été préalablement pilé et qu'on a reconstitué. Ça veut dire les gâteaux, le pain, les matzot, tout cela, le pain Pessah bien sûr, toutes ces choses-là, si c'est pas Pessah, vous prenez des crackers par exemple,
on a le droit d'écraser des matzot. On peut prendre des matzot et les écraser pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les matzot, c'est de la farine, donc c'est des grains qui ont déjà été écrasés. On a reconstitué, on les mélange avec de l'eau ou un jus de fruits. Oui. Donc, comme c'est du reconstitué, on a le droit de le piler. Donc, vous donnez à cette personne. Donc, vous préparez vos sacs. Moi, il y a des années où je prépare des sacs pesés, etc., pour m'assurer que tous mes invités, ils ont leur kazaït de matzah et pas moi. C'est une mitzvah minatora, je veux être sûr qu'ils ont accompli. Et un quart de matzah pilé, c'est tout à fait gérable pour l'immense majorité des invités qu'on peut avoir. En particulier, je connais des shluchim qui font des CDR communautaires. C'est quand même dommage de faire un CDR communautaire, avoir des fois des dizaines, parfois même des centaines de gens qui sont là et qui ne viennent que pour l'ambiance de Pessah, mais qui ne sont pas quittes des mitzvot essentielles, à savoir la mitzvah du kazaï de Matzah. Donc, s'assurer qu'il y a des kazetim prêts, éventuellement écrasés, qu'on est sûr que les gens les mangent, ça vaut 15 grammes. Encore une fois, pour vous, c'est plus que ça, hein, je vous l'ai dit, au début c'est moti matzah, c'est 15 et 15,30, korer c'est encore 15, à la fin, encore 2 fois 15. Bon. Maintenant, le temps. Il faut le manger, birde achilat pras, le temps de manger un pras. Beaucoup de discussions sur ce que ce chiffre représente. On va dire la fourchette. La fourchette, c'est entre 2 minutes et 9 minutes, mais il faut tâcher de manger un okazaït en moins de 4 minutes. C'est tout à fait gérable. Hein. Vous avez le droit d'avoir une montre à côté de vous, vous regardez. 15 grammes, c'est pas très difficile de manger 15 grammes en moins de, en moins de 4 minutes. Tout à fait gérable. Et même si on en mange comme moti matzah, bon bah, ça en 8 minutes pour manger peu. C'est tout à fait gérable. Voilà donc les chiours de matzah. Pour les verres de vin, bon, vraiment, je vous ai fait un aperçu rapide et succinct donc, des shiurim. Donc, vous avez le vin. Il faut prendre 4 verres de vin. Les verres de vin doivent contenir au minimum 86 ou grammes ou millilitres ou 8,6 centilitres. Déjà, je ne sais pas si c'est visible sur les écrans. Regardez, j'ai un verre ici, un kilo. Celui-là, il contient 120. Chez Chabad, il y a un chiffre qui est ramené souvent. C'est une khumra, mais bon, c'est bien de la faire. Vous avez un petit verre de kilouche comme ça, il contient 120 celui-là, c'est bien. Donc, on remplit le verre. L'echatrila, c'est bien de finir le verre, qui contient au moins 86 grammes, hein, je viens de dire, au millilitre. Bediavat, si on prend la moitié, c'est cachère. La moitié, il faut la boire. Donc, 4 verres de vin, 4 verres de vin, qui contient minimum 86, et boire au moins la moitié, rov réveillite, au moins 43-44 grammes. Voilà donc les quantités. C'est très technique ce que je dis. Ce que je dis maintenant, je suis d'accord que Dis-moi, Zerbib, oui, est-ce qu'on peut couper le vin si on a mis 3 quarts de vin dans le verre et qu'on met de l'eau un quart? Est-ce qu'on a le alors droit? je vais vous dire, le problème de couper, vous avez raison que si j'ai 3 quarts et un quart, donc le 3 quarts, vous avez largement de chiot. Le problème, ce que l'on risque, c'est qu'en mettant de l'eau, le vin, il perd sa qualité de vin. Vous voyez? Quand il est trop dilué, on peut rentrer même dans un safek, si c'est vraiment, on fait à Geffen ou pas. Donc, en général, ceux qui coupent comme ça, parce qu'à la Toubdagmara, ils coupaient comme ça, on met vraiment 2-3 gouttes, c'est tout. Donc, il faut éviter de faire ça. Et si vous voulez, pour une raison quelconque, couper, vous ajoutez ou du jus de raisin ou un autre vin, plus léger. Vous voyez, ça oui. Mais de l'eau, non, parce qu'on a peur, on ne connaît pas exactement la quantité d'eau qui peut annuler donc le goût du vin et donc il lui enlever la qualité de vin. Quoi. Donc le Ah jus bah, de raisin, c'est valable. Le jus de raisin, c'est valable. oui, oui, le jus de raisin, c'est là. Maintenant, puisque vous posez cette question, du jus de raisin, je vais vous donner les qualités de vin qu'il faut avoir, du mieux au moins bien. Alors, je vous rassure, tous les vins sont cachés.
pour Pessah, je parle pas du Hercher. Qu'est-ce que ça veut dire tous les vins? Rouge, blanc, rosé, pétillant, pas pétillant, sucré, pas sucré, jus de raisin, tout ça c'est cachère. Tout est cachère pour Pessah. Cuit et pas cuit, tout ça c'est cachère. Maintenant, hein, la halakha donne un ordre. Le top, je le dis chaque année, c'est un vin classique. Qu'est-ce qu'on appelle un vin classique? C'est du rouge, pas cuit, pas sucré, pas pétillant, qu'on appelle pour un français, comment tout un vin millésimé, il n'est ni pétillant, ni sucré, etc. Un vin qui a un renom, ben c'est du vin rouge de bonne qualité. C'est ce qui est conseillé. Et si vous pouvez trouver du non mévouchal, je ne rentre pas dans le problème des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, des invités. Je ne parle pas de ça. Je parle, si on n'a aucun problème comme ça, tâchez de trouver un vin qui ne soit pas mévouchal. Vous savez qu'un vin qui est mévouchal, il n'est pas caché à la misbéa. C'est pas méakev à Pessah. Ça n'empêche pas que c'est caché. Mais quand même, il a un chissaron en quelque part. Il a un manque. Donc, tâchez de trouver un bon. Il y a du très bon vin, bon prochain. Si on peut, c'est comme ça qu'on fait. Et même que le premier verre de vin, il peut nous tourner la tête parce qu'on a le ventre vide. Mais c'est le mieux. Maintenant, encore une fois, celui qui veut le couper avec un vin plus doux, tout est possible. Mais celui qui tient ces 4 verres, s'il prend du vin classique, hein, comme je vous dis, rouge, pas pétillant, pas sucré, etc., c'est le mieux. J'ai l'habitude de rapporter un mot au nom de Rabbi Feinstein qui dit qu'avec le vin de raisin, le jus de raisin, on est quitte des arba kosot, mais on n'est pas quitte de chérout. Un très joli mot. Le vin, c'est pour nous sentir bechérout. S'il n'y a pas un peu d'alcool, s'il n'y a pas un tout petit peu alcoolisé, qu'on le veut ou non, ça manque un peu de la simra. Et cette simra, elle nous met en état de chérout. C'est très bien, l'alcool. Donc, il dit un joli mot comme ça, que on est quitte des 4 verres, mais se sentir en chérout, se sentir en liberté, se sentir qu'on peut commencer nirnas yayin, bien ça sonne, peu de vin qui rentre, et on est bessimra, le secret sort. C'est bien de prendre un peu d'alcool, du vin alcoolisé. Sachant que chacun doit se connaître, et si avec le premier verre il est capote, on n'a rien gagné. On s'est compris. On s'est compris, il faut se connaître, mais si on se connaît, prendre du bon vin, c'est bien. Voilà pour le vin. Alors, je vais me passer maintenant, je vois que le temps qui court très vite, hein, j'ai déjà presque 8h30. Donc, allez-y à vos questions, mais il y a encore à dire, il faut parler du Maroc, il faut parler d'autres choses, il faut parler de celui qui vomit, comment est-ce que c'est rattrapable ou pas. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais déjà, dans un premier temps, posez-moi vos questions. Allez-y. Oui, bonsoir, Rav. Bonsoir, madame. Je voulais vous poser la question, donc, sachant que la femme n'est pas atteinte au Azman Grama, donc elle a en effet l'obligation de manger la massa le soir de Pessah. Oui. Elle a cette obligation. Alors là, ça je vous réponds tout de suite. Je n'ai pas parlé de la raison. La raison est toute simple. C'est exactement la même raison qui est évoquée pour Kiddush. C'est parce que l'obligation de manger de la matzah est écrite juste à côté de l'interdiction de manger du hametz. Puisque ces deux halakhot ont été juxtaposés, on apprend d'ici que de même que les femmes sont tenues de ne pas manger du hametz parce que c'est l'eau a assez, elles sont tenues de manger la matzah. C'est exactement pareil dans le kiddush aussi. Le kiddush est mitzvah tassé de dire le kiddush, c'est marqué juste à côté de l'interdiction des mlachot. Alors, de même que les femmes sont tenues de ne pas faire les mlachot, bien sûr, comme les hommes, elles sont tenues de faire le kiddush aussi. Voilà, ça c'est je ne l'ai pas apporté, vous avez bien fait de poser la question. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que c'est une mitzvah assez qui dépend du temps, mais quand même les femmes sont chayavot. Très bien. Et est-ce qu'elle a aussi l'obligation de les manger en moins de 4 minutes? Ah oui, absolument, comme Ah oui, comme les hommes, absolument. ah d'accord. Ok. Merci, Rav. Il faut le savoir. Et n'était pas facile. Hein. J'ai connu des Ouais. cas, les grands-mères qui sont tirées l'oreille un peu, mais non, ça y est, chez nous, on mange une petite goutte. Pour insister, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. pour préparer la casétime, il ne faut pas la lâcher la grand-mère. Hein. La grand-mère dit non, Ouais. manger Merci. si tu veux. Voilà. Ok, merci, Rav. Je vous en prie. Allez-y. Autre question.
Pas de questions. Bon, je pense qu'en général, bon, c'est pas la première fois qu'on fait de CEDER. Et trouver des Hidushim, c'est difficile. Bon. Pas de questions? Non. Bon, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on va boucler. Je vais dire encore une halakha. Comme ça, on va boucler le Matzah et Maror. Pour le Maror, bon, l'immense majorité des gens prennent de la romaine, bien sûr, dans le milieu ashkénaze avec du réfort. L'obligation du Maror étant midera banane, marqué dans le Shulchan Arour qu'on peut être sommaire sur des poskim qui disent que le chiour de Kazaït, il est plus petit. Le chiour est plus petit que pour la matzah. C'est bon, il ne faut pas faire de rentrer dans de trop gros calculs. C'est donc c'est pas la moitié d'une betza, c'est le tiers d'une betza. Betza étant 54, il faut diviser 54 par 3, ça fait en gros 18 grammes en fait. Donc d'après les comptes qu'on a fait, la laitue, vous prévoyez 19-20 grammes. Ça vous fait une grande feuille donc de laitue. En général, on prend la romaine. Hein, la romaine. Ah, si on goûte bien, on sent un petit peu d'amertume à l'intérieur. Bon, maintenant, il y en a qui prennent autre chose. Là, on dit que le rabbi prenait un kazaï de Pachot de Réfort, hein, c'est très difficile, mais il le faisait. Voilà, donc ça, c'est des quantités. Donc prévoyez qu'il n'y ait pas de verre dedans, vous avez bien vérifié. Et puis, prévoyez des quantités, que chaque membre de la famille, ils prennent donc ces 2 kazetim, hein, une fois le maror, une fois avec le couvert, ça me fait 2. Dans son compte 20 grammes par personne, ça fait 40 grammes par céder et par personne pour les fêtes. Donc ça fait beaucoup de salade à vérifier. Et si vous mangez un peu plus, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc on a passé en revue donc les obligations donc, du CEDER et les quantités donc minimales que l'on pour s'acquitter. On reviendra sur tout cela, petit hasard d'abord, et puis ajouter des questions du genre, comme ça arrive chaque année, une personne qui vomit, est-ce qu'elle est obligée de recommencer? Et si on n'a pas mangé le kazaït avant Hatzot, est-ce qu'on est quitte après Hatzot? Il y a beaucoup de halachot. Et puis, surtout, ça sera l'occasion pour moi de vous rappeler des halachot de Yom Tov. N'oubliez pas que Pessah, c'est Yom Tov. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites Yom Tov, contrairement à ce qu'on croit. Et puis le problème que l'on a lorsque on a des invités qui sont pas sur le Shabbat, et est-ce qu'on peut inviter un non-juif à les Sdarim, enfin toutes ces chélotes là qui sont récurrentes chaque année. Voilà. Donc, messieurs, dames, donc voilà, c'est après ce bref rappel de nos obligations. J'espère que ça vous a donné des cohortes, surtout le mot que j'ai dit au début. Hein. On est dans le mois d'Enissim, on vit de manière miraculeuse, Israël vit de manière miraculeuse, et qu'en Israël, la situation est toujours difficile, s'accroche encore, continuité libre pour les Chayalim. On espère que je vous vais donner la Bina, hein, la Bina et la Chokhma à tous les dirigeants là-bas, qu'ils arrivent à une paix complète, une victoire complète, et surtout la vraie victoire, c'est la victoire de Torah, Mitzvot, Avat Hashem, Avat Torah et Avat Beriot. Voilà. Erev Tov, bonsoir, et donc à bientôt. Bonsoir, Et encore une Xavier, fois, merci. Merci. Bonsoir. n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une question. Hein. Au Hachem, beaucoup des élèves du cours du lundi soir me laissent des messages et dans la mesure du possible, j'essaie rapidement d'y répondre. Merci. Erev Tov à tout le monde. Bonsoir et à bientôt. Bonsoir. Kol Tov. Allez, au revoir. Kol Tov.